Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bienvenue dans notre émission sur MF Web TV, l'émission sur les débats de société. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir avec nous ce soir Monsieur Amar Lasfar, président de Musulmans de France. Monsieur Lasfar, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, nous avons un sujet vraiment d'actualité du moment. Alors, je vais commencer par vous citer cette première phrase du communiqué que vous avez sorti. Donc, elle dit « En quelques jours d'intervalle, 2 citoyennes de confession musulmane ont fait l'objet d'une violence empreinte de haine et de racisme en raison du foulard qu'elles portaient toutes deux. » Bien sûr, on voit tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit d'Iman, cette étudiante qui était présente sur le plateau de BFM TV, qui présentait des recettes culinaires à l'endroit des étudiants dans cette crise du Covid. Et puis, il s'agit aussi de Madame Myriam, vice-présidente de l'UNEF, dans le contexte où certains parlementaires se sont retirés de la commission d'enquête à laquelle elle participait. Alors, quel est votre premier sentiment face à ces 2 événements? Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons voulu sortir un communiqué pour un peu rappeler à qui de droit que ces citoyens, et ces citoyens surtout, ces citoyennes de confession musulmane, sont d'abord des citoyens. Et ça, je pense que tout tourne autour de ce concept. Est-ce que les musulmans de France sont des citoyens à part entière, ou il y a une volonté que nous soupçonnons de les considérer toujours comme des poseurs de problèmes, comme des citoyens de la deuxième zone, comme des citoyens entièrement à part. C'est vrai, pour nous, le foulard, ce n'est pas un pilier de l'islam. Je tiens à le dire d'emblée. Mais c'est une prescription religieuse majeure. Là, je marque ma différence entre musulmans de France et le recteur de la mosquée de Bordeaux, M. Tariq Oubrou, qui persiste et qui signe et qui à chaque fois nous sort cette… Au fond, il a raison, parce que je viens de dire que ce n'est pas un pilier de l'islam. Mais est-ce que l'islam n'a que les 5 piliers, où il y a un certain nombre d'obligations religieuses qui incombent aux musulmans? Bien sûr, dans un cadre de liberté, le musulman, il a le droit de pratiquer à sa façon. Il n'y a pas un modèle de pratique qu'on lui incarne, qu'on lui impose par une autorité religieuse. Il est libre, notamment dans un environnement qui est le nôtre, l'environnement de la laïcité, le cadre de la séparation de 1905, et le musulman, l'intelligent que je connais, que le connaissant, il essaye, tout en étant citoyen, de vivre toute particularité qu'il partage avec les gens de sa communauté, de vivre et sa citoyenneté et sa appartenance à la religion. Donc nous avons sorti ce communiqué pour un peu rétablir notion. Jusqu'à quand? Il faut dire, pour comprendre l'affaire du foulard, j'espère qu'il n'y aura pas une énième affaire du foulard, parce que rien n'est innocent en ce moment de sortir encore une fois une énième affaire du foulard. Nous avons suivi, nous, à Musulmans de France, tous ces épisodes, on peut dire, de l'affaire du foulard. 89, c'était l'affaire de mineurs, des filles de mineurs. À l'époque, nous, certes, c'est vrai, nous avons prononcé le principe général qui régit la tenue vestimentaire pour la musulmane qui l'a choisie, encore une fois, mais c'était des gamines du collège. Et nous, à Musulmans de France, on n'a jamais conseillé à des gamines de porter le foulard. On les laisse cheminer à leur choix, et notamment à partir d'un certain âge que tout le monde connaît, qui est celui de la puberté. Mais c'est charge à elle, à la fille, de le porter. S'il le porte, il va nous trouver à ses côtés pour la défendre. S'il ne le porte pas, il va nous trouver aussi à ses côtés pour la défendre.
Parce qu'aujourd'hui, à Musulmans de France, nous défendons et la fille qui porte le foulard et la fille qui ne porte pas le foulard. Pas question de la passer comme une musulmane de la deuxième zone. Donc, 89, c'était des gamines. 94, l'affaire est sortie du collège vers le lycée. Et qu'est-ce qu'on a entendu à l'époque? Les analystes, bien sûr, les sociologues, les politologues, ceux qui suivent la présence musulmane dans notre pays, on nous disait que ce qui doit être dénoncé, c'est ce qu'on appelle les motivations du port du foulard. Et sur un certain nombre de ces motivations, nous avons signé avec les 10 doigts que nous partageons. Pas question d'être motivé par la violence. Aucune contrainte. D'ailleurs, le verset 256 de deuxième chapitre La Vache, il est clair. La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Pas de programme politique derrière une prescription religieuse. Nous avons dénoncé le moment à l'époque et nous continuons à dénoncer la violence qui peut motiver le foulard, le programme politique qui peut motiver le foulard et la pression familiale qui peut aussi motiver le foulard. Par contre, si le foulard est porté comme un cheminement de spiritualité, comme un choix assumé de la fille, je pense que l'élève qui sort de l'école de la République est un élève critique, avec cet esprit critique, et quand justement il s'accroche à quelque chose, il a le droit de le défendre. Donc on nous a sorti à l'époque que nous dénonçons la violence, nous dénonçons la manipulation, nous dénonçons le fait qu'il soit des gamines, mais une fois que c'est une femme qui le porte, notamment une femme intelligente, consciente, là, on la laisse faire son choix. Mais aujourd'hui, on chasse la citoyenne de confession musulmane qui a fait des études jusqu'à un doctorat, on la chasse du travail. On chasse une invitée, une simple invitée qu'on a invitée à l'Assemblée nationale pour exprimer ses avis au nom d'une structure syndicale estudiantine. Et d'ailleurs, la même commission ou d'autres commissions qui lui ressemblent ont accueilli des rabbins, des archevêques, des membres des bouddhistes, des membres des autres religions. Et ça n'a posé aucun problème. C'est pour cela que nous sommes en mesure de dire que nous sommes en train de vivre, malheureusement, de la discrimination. Donc voilà un peu, tout en rappelant le principe qui anime celui du musulman de France, nous, on ne fera pas une guerre pour le foulard dans ce pays. Ce n'est pas un pilier de l'islam. On peut être musulman sans porter le foulard. Mais la fille qui a choisi de porter, parce qu'on peut aussi être musulman sans prier, et sont nombreux ceux qui ne prient pas dans notre pays. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un qui ne prie pas que l'autre qui prie, on va le désigner du doigt. Ou il y a une fille ou un nombre de filles qui ne portent pas le foulard, ils ont fait ce choix, on va désigner du doigt celle qui le porte. Ce que nous prenons, nous, un musulman de France, c'est que la liberté et rien que la liberté. Et essayons de dépasser. Permettez-moi de poser une question. Salam alaikum. Par rapport à ce que vous dites, en fait, il y a une rétrospective, mais est-ce que, d'ailleurs, dans différentes émissions qui sont revenues sur cette histoire, la première histoire du foulard, on a vu et présenté le proviseur comme ayant des vues politiques qui a sorti cette affaire. Et on retrouve toujours cette histoire de foulard qui apparaît toujours à un moment électoral. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire, on a besoin d'une union, d'une unité générale. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ces élections électorales qui approchent où on a toujours, on va dire, il n'y a pas de fumée sans feu? Moi, vous m'excuserez, moi je mettrai tout ça sur le dos de la discrimination, voire même du racisme. Parce que ce que nous avons vu, l'humiliation dont a été l'objet la sœur Mariam, comme une simple invitée, elle est venue exposer et répondre aux questions des députés. Et d'ailleurs, je salue la présidente ou la coordinatrice de la commission qui a rappelé les règles. Aujourd'hui, ceux qui sont hors la loi, ce n'est pas Mariam. C'est les députés qui ont boycotté cette réunion. Donc le règlement permet à Mariam de venir avec la tenue de son choix, et la présidente l'a rappelé, mais il y a des députés dans notre pays, heureusement,
qui ne sont pas nombreux, hein, il y a des députés, malheureusement, à qui il faut apprendre la loi 1905, à qui il faut apprendre la laïcité. Parce qu'on a suivi, on a sorti la laïcité. Ici, c'est un sanctuaire de la laïcité. Ici, non, la laïcité, c'est l'État qui est laïque, ce n'est pas la société que nous sachons. Les citoyens peuvent avoir ou ne pas avoir, et d'ailleurs 1905, il défend ça, avoir ou ne pas avoir une foi, pratiquer ou ne pas pratiquer une religion. Et d'ailleurs 1905, et la loi d'une façon générale, défend ceux qui veulent ou ceux qui ont fait le choix de pratiquer une religion. Donc moi, je mets tout ça sur de la discrimination. Et il faut que les musulmans prennent la parole, non pas en tant que musulmans d'abord, mais en tant que citoyens, que malheureusement qui vivent des discriminations et qui vivent du racisme, voire même de l'islamophobie. Moi, ce mot, je l'utilise rarement, mais aujourd'hui, j'en suis en train de le lire et de le voir dans un certain nombre de propos, d'un certain nombre de politiques et d'un certain nombre de journalistes, malheureusement. Mais heureusement qu'il y a quand même certaines personnes qui gardent toutes leurs raisons. Je citerai ici Éric Coquerel de la France Insoumise. Christine Lang ont quitté avant-hier une audition à l'Assemblée nationale pour protester, selon eux, contre la présence d'une syndicaliste étudiante voilée. Écoutez d'abord les explications de cette députée. Je ne pouvais pas faire non plus comme si il n'y avait pas une forme de provocation, évidemment, et que cette femme, par le port du hijab et le syndicat d'ailleurs qu'elle représente, ne nous envoyait pas un message. On ne peut pas faire comme si rien n'était. Voilà, Anne-Christine Lang sur BFM TV. Ils se sont levés, disent-ils, pour défendre les valeurs de la République et de la laïcité. Anne-Christine Lang est une séparatiste. Voilà, elle divise le peuple. Elle décide de ne pas accepter qu'une jeune femme, qui en a le droit, parce qu'on a le droit à l'Assemblée, de venir avec un voile, ou comme récemment d'autres personnes l'ont fait, ecclésiastiques, en habit de prêtre ou en habit bouddhiste, etc., sans que les mêmes députés, eux, ne sortent de la salle. Donc elle décide qu'elle ne va pas écouter, elle décide d'insulter la personne qui est en face. Elle savait qu'elle venait. Donc tout le monde connaît cette responsable de l'UNEF, donc elle savait qu'elle venait habillée comme elle a le droit de le faire, et au lieu d'écouter ce qu'elle avait à dire alors qu'elle était invitée, elle décide de sortir. Moi, ce qui m'inquiète... Qui disait que c'était ces personnes-là qui sont sorties de cette réunion qui sont les séparatistes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de séparatisme, justement. Donc, les musulmans, que ce soit les femmes ou les hommes, ils veulent intégrer donc, la société, ils veulent intégrer la République, mais il y a certains politiques, certains médias qui pratiquent un certain séparatisme vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, déjà, le mot séparatisme, vous m'excuserez de mettre un peu quelques réserves. Ce n'est pas parce qu'il a été dit par le président de la République et puis a été relié par un certain nombre de médias. Et d'ailleurs, on a connu pas mal de concepts et pas mal de terminologie dans ce sens. Moi, à mon sens, et comme quelqu'un qui a accompagné la présence musulmane dans notre pays pendant 40 ans, voilà, le mois de septembre. Le mois de septembre, donc le 20 septembre, voilà, j'ai atterri en France le 20 septembre 1980. Donc 40 ans de présence, c'est pas rien. Ça m'a permis d'accompagner la sédentarisation. Je ne parle plus d'intégration. C'est fini, l'âge de l'intégration. Et pourtant, on le rabâche. On nous le rabâche à chaque fois. Que les musulmans manquent d'intégration. Moi qui est venu hier, 40 ans, c'est rien. Mais ceux qui sont nés ici et ceux qui sont venus avant moi, ils n'ont connu de pays que la France. Moi, je vais adhérer aux valeurs de la République. J'ai signé un document qui s'appelle la demande de naturalisation. Et j'ai motivé ça par un courrier. Parce que je crois encore dans les valeurs de la République. Ce qui m'a séduit, parce que j'étais ici pour études. Et je pense nous sommes nombreux dans ce cas. Donc on était de passage à un moment donné, mais nous avons aimé ce pays. Et nous avons fait de ce pays notre pays. Nous l'avons aimé, nous avons signé en âme et conscience. En âme et conscience, on savait très bien qu'est-ce qu'on faisait. On avait le cadre de laïcité, on avait le cadre de la séparation 1905, et on a lu tout ça, et on s'est dit qu'il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'appartenir à la société, d'être citoyen de ce pays, et de pratiquer sa religion. Voilà. Et nous avons même dit que un bon citoyen, un bon musulman ne peut que faire un bon citoyen français. On a sorti ça
dans pas mal de nos rencontres. Donc, le concept séparatisme, moi, comme quelqu'un qui voit de l'intérieur, je ne le partage pas. En tout cas, au sein des musulmans. Peut-être au sein des non-musulmans, notamment dans les banlieues, je ne sais pas, mais au sein de la composante musulmane dans notre pays, l'immense majorité des musulmans de notre pays ne sont pas, il faut qu'ils agissent ainsi, ne sont pas concernés par le séparatisme. Parce que c'est quoi le séparatisme? C'est-à-dire que moi, je me sépare de ce qui me relie avec les autres. Or, si vous faites le tour de la France, vous allez voir dans les prêches de vendredi, vous allez voir dans les colloques organisés localement et nationalement, vous allez voir, regardez, moi j'invite nos téléspectateurs à regarder un peu, à faire un peu la rétrospective des thèmes que nous avons abordés, les 37e thèmes que nous avons développés au sein du Bourget, disent le contraire. Disent que les musulmans veulent se définir en tant que citoyens, d'abord, et des musulmans ensuite, veulent s'insérer dans la société et partager le socle commun. Et le parcours qu'ils ont fait depuis les années 80, les années 90 et surtout les années 2000, leur parcours, justement, est témoin de leur attachement d'abord à la République et pas question de vivre à part. Nous avons une simple particularité que nous partageons dans un cadre privé. Et d'ailleurs, 1905, il a séparé le privé et le public. Quand on est entre nous, dans une mosquée, dans une association, dans un cadre privé, nous partageons des valeurs. Mais ça peut aller 2 à 3%, 2 à 3% de notre vie. Les 97, les 98% du socle commun, nous le partageons avec nos concitoyens, pas avec nos corréligionnaires, avec nos concitoyens. Et nous voulons, à moins que, parce que moi, franchement, moi, pendant les 40 années, ce que j'ai observé, ce que j'ai accompagné comme sédentarisation des musulmans dans notre pays, ce que je vois à la télé, je ne me reconnais pas dedans. C'est comme si on parle, pas de moi, pas de ma communauté, pas des musulmans de France, où on essaie toujours, comme je viens de le dire, de présenter ces 5-6 millions de musulmans comme des poseurs des problèmes et non pas comme des participants à des solutions. Donc moi, je mets des réserves sur le séparatisme s'il est associé aux musulmans, aux mosquées, aux citoyens de confession musulmane. S'il concerne autre chose, moi à ce moment-là, voilà. Mais pas question de dire que je suis senti, visé, et que les musulmans, dans leur immense majorité, se sont visés par le concept séparatisme. C'est justement ça qui fait l'inquiétude et la peur des musulmans aujourd'hui. Tu l'as bien dit, les musulmans ne se sentent pas concernés, mais tout converge à dire que cette loi de séparatisme est destinée pour les musulmans. Beaucoup de politiques, de journalistes, etc. le disent, et c'est ça qui fait peur. Il y a un acharnement, et on le voit à chaque rentrée sociale, politique. Il faudrait trouver donc une affaire quelconque pour relancer le débat sur le foulard, sur l'islam, sur les musulmans. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a par rapport aux affaires qui arrivent. On a ce sentiment que faut toujours fabriquer quelque chose, quoi. Comment rassurer? C'est pour cela que j'insiste, et je m'adresse notamment à mes corréligionnaires. Et je leur dis la chose suivante. Attention, vous allez perdre votre sang-froid. Attention, parce que vous allez être en quelque sorte, vous allez sentir que vous êtes visé dans tout ce qui se dit, dans tout ce qui se fait. C'est vrai, il y a des personnes dans notre pays qui posent problème. Réglons le problème de ces personnes. Il se peut que parmi ces personnes, il y ait un imam ou deux. Il se peut qu'il y ait un discours radical au sein de telle ou telle association. Mais jeter l'anathème sur toute une composante de notre pays, ce n'est pas rendre service à la... Parce que les musulmans, ils n'iront nulle part. Ils resteront en France. Ces filles aujourd'hui, cette fille qu'on a humiliée, mais il va rester en France. Il va continuer à vivre chez elle en France. Mais on a créé un climat malheureusement malsain
au sein d'un certain nombre de méthodes. Donc, on a créé un malaise avec ce genre d'étirement. Moi, je dis, je m'adresse à nos musulmans, attention, vous continuez à faire ce que vous avez fait. Un jour, j'ai qualifié ce que nous vivons aujourd'hui d'un paradoxe, plutôt d'un double paradoxe. D'un côté, vous avez les musulmans, durant les 40 années, au moins les 40 années sur lesquelles je peux témoigner, il y a un phénomène de sédentarisation. Pierre Jox, quand il nous a invités en 1989 pour composer le conseil de réflexion sur l'islam en France, le CORIF, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, monsieur le ministre, pourquoi vous avez choisi comme ça une personne du Nord, deux de Paris, deux de Lyon et un de Marseille? Il m'a dit TGV Lille-Marseille. Voilà. Il m'a dit c'est un choix, voilà, parmi les choix. Et après, au courant de la discussion, il m'a dit, monsieur Lasfar, vous finirez par faire souche dans la société. Et il avait raison. Nous sommes en 1989, en pleine affaire du foulard de Creil. On a parlé de tout à l'époque, les 6 sages auxquels j'appartenais, on a parlé de tout sauf de l'affaire du foulard, qui secouait toute la France. Et d'ailleurs, on s'est étonné, nous, parce qu'il ne nous a pas relancé. Il nous a dit, moi, je vous ai invité pour parler de quelque chose de plus important, la place de l'islam dans notre pays. Vous voyez, donc cette situation que nous vivons, moi, je dis aux musulmans, continuez à faire. Donc, le premier paradoxe, c'est que les musulmans sont en train de rattraper le retard quant à la sédentarisation, sont en train de se définir en tant que citoyens, sont en train d'épouser le cadre dans leur immense majorité, sont en train de chanter la Marseillaise, tout simplement. Mais d'un autre côté, quand on voit dans des plateaux de télévision, ils refusent de suivre les cours de sciences naturelles, de sciences nat et SVT, parce que sciences nat, c'est ancien régime. SVT, ils refusent d'aller au cours d'éducation physique, ils refusent l'atrocité de la Shoah, dont nos amis juifs ont été les victimes, mais les musulmans ne connaissent pas ça. En tout cas, les musulmans que je connais ne connaissent pas ça, ne revendiquent pas ça. Ce sont des musulmans qui ont, certes, des problèmes, mais des problèmes d'ordre sanitaire, d'ordre économique, d'ordre éducatif, environnemental. Ils n'ont pas uniquement des problèmes d'ordre religieux. Et d'ailleurs, les problèmes d'ordre religieux doivent être réglés au sein de la communauté. Donc le paradoxe, c'est que d'un côté, il y a les musulmans qui rattrapent leur retard et se sédentarisent et acquièrent de plus en plus de maturité à être français, et d'un autre côté, l'image qu'on veut leur coller. C'est des séparatistes, c'est des intégristes, c'est des radicaux, c'est des gens qui n'aiment pas la République, ceux qui vivent en repli. Deuxième paradoxe, celui de la représentation. Au niveau local, nous avons une parfaite représentation de la communauté au sein des structures associatives avec les élus locaux, avec l'administration locale, notamment les préfectures, etc. Mais au niveau national, on a un problème au niveau de la représentation, à travers la structure CFCM notamment. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis 2003, on a du mal. Donc le paradoxe, au niveau local ça va, mais au niveau national, on a du mal à créer une structure dans laquelle tous les musulmans se reconnaissent. Puis, disons les choses, donc la structure qui est traversée par un certain nombre de problèmes, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas su présenter un projet qu'elle adressera d'abord à la communauté, pas au pouvoir public. Pouvoir public après, parce que c'est vrai, le CFCM, c'est l'interlocuteur unique des pouvoirs publics, mais c'est le représentant d'un culte. Et un culte, c'est une communauté qui se reconnaît dans ce culte. Donc le paradoxe, le paradoxe, il y a un livre que j'ai lu un jour d'un certain Roubaisien, le paradoxe de Roubaix, l'appelait Philippe Aziz. Philippe Aziz, un Tunisien, et il a écrit ce paradoxe de Roubaix. Moi, je suis en train d'observer un paradoxe dans lequel vivent les musulmans dans notre pays. Soit qu'on se donne le temps et qu'on regarde de plus près ce que font ces musulmans, notamment au niveau local, et bien sûr, qu'on fasse la part des choses entre les poseurs de problèmes, il y en a, mais Dieu merci, c'est un phénomène très dérisoire, mais l'immense majorité des musulmans sont respectueux du cadre dans lequel ils évoluent, sont respectueux des lois,
Et d'ailleurs, le prêche d'hier à la mosquée, je parlais de la cité idéale de Médine, à l'occasion notamment de l'année 1442, l'année de l'Hégire. Et j'ai parlé de la société de Médine qui était composée de musulmans, de juifs, et de chrétiens et de non-musulmans, les Arabes qui ne voulaient pas se convertir. Et le document constitutionnel de l'époque, signé par le prophète, reconnaissait à chacun, justement, sa liberté d'être, ne pas être, d'épouser ou de ne pas épouser une religion, de pratiquer, pas pratiquer, mais formant une société de Médine qui est une société, certes, différente dans les convictions religieuses, mais il est unifié dans l'appartenance à la citoyenneté de Médine. C'est ce que j'ai dit hier dans mon prêche, il est sur le net. Et Monsieur Lasfar, votre discours là, est-ce qu'il arrive aux oreilles des décideurs, des politiques? Est-ce que vous vous sentez écouté ou pas? Je sens qu'on ne veut pas nous écouter. On ne veut pas nous croire. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui Amar Lasfar à 61 ans qu'il le dit. Je l'ai dit dans les années 80, sur les estrades et au sein des rencontres annuelles de l'UIF de l'époque. Je le redis à chaque fois, j'ai donné en main propre mon discours à l'époque de ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve. Le discours que j'ai prononcé au Bourget il y a 4-5 ans de ça, je l'ai donné en main propre à M. le ministre de l'Intérieur. Et je lui ai dit, M. Cazeneuve, M. le ministre, voilà ce que j'ai dit hier. Ce que nous disons, nous, un musulman de France, on ne le dit pas en cachette, en catémini, parce que nous avons en face de nous. Nous avons en face de nous trois choses. Nous avons en face de nous une conscience à ne pas trahir. Nous avons en face de nous une société qui nous a accueillis, qui s'appelle la société française, l'État français, un pays qui est le nôtre. Mais nous avons aussi une communauté à défendre. Donc, en partant de notre conscience et en étant des Français, pas question de vivre à la marge, mais en défendant l'honneur et la liberté des musulmans, on essaye justement d'adopter, comment on appelle ça, des programmes pour accompagner cette communauté. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous entendre, qu'on ne veut pas nous croire, moins que, bon, d'ailleurs on a l'habitude de dire un double discours, etc., que Amar Lasfar est là, double discours. Bon, alors, Amar Lasfar, 40 ans, il va tenir le double discours pendant 40 ans. Mais c'est beaucoup. On peut tenir discours une semaine, un mois, un an. Mais là, 40 ans, on a forgé une génération, des générations même. Ce que nous disons au Bourget, nous le disons dans nos chairs, dans nos mosquées. Surtout, nous accompagnons les générations montantes dans ce discours de responsabilité, mais pas question, et ça je le dis, si notre prophète, notamment à l'occasion de l'année de l'Hégire, a quitté la Mecque, le berceau de la révélation, son lieu de naissance, là où il a grandi, il l'a quitté pour aller à Médine, ce n'est pas pour aller pratiquer un culte, il le pratiquait à la Mecque. Il est allé pour respirer la liberté. Il est allé à Médine pour respirer la liberté. Et pour que les gens seront libres et dignes de pratiquer ou de ne pas pratiquer, parce que j'ai toujours dit que la pratique, elle est du ressort du citoyen. Donc nous continuons. Est-ce qu'on nous croit ou on ne croit pas? Nous continuons en âme et conscience, fidèles à nos valeurs, défendons notre communauté, nous continuons jusqu'à ce que l'autre, il a le temps de le comprendre. D'ailleurs, beaucoup de personnes, à un moment donné, ils ont manifesté des réticences vis-à-vis de nous, ils ne sont plus aujourd'hui là, hein. Ils ne sont plus à la responsabilité. Hein. Donc, nous continuons, nous ne sommes pas pressés. On n'a pas un mandat. Nous, musulmans de France, on n'a pas un mandat de 5 ans ou de 6 ans. Nous avons toute une vie à vivre. Nous traversons une situation difficile. Consacrons-nous notamment à la crise sanitaire et surtout à la crise économique. Là, et ne déplaçons pas les registres au lieu de parler du danger du coronavirus. D'ailleurs, nous avons vécu 3 mois, franchement, durant le confinement. On était vraiment en symbiose, toute la société française. Croyants, pas croyants, musulmans, pas croyants ou pas musulmans. Une fois que nous sommes sortis du confinement, on nous sort un certain nombre de choses.
Ce que je conseille, un jour on m'a posé la question, Monsieur Lasfar, qu'est-ce que vous conseillez, vous conseillerez aux générations montantes? Je leur ai dit, faites des études, réussissez bien votre scolarité. Parce qu'un citoyen doit être un citoyen cultivé, hein, pour que vous soyez à la hauteur. Faites des études, voilà. Soyez utile à votre société, taisez-vous. Ne répondez pas à la polémique. Ne réagissez pas à chaque fois qu'on vous sort une affaire. Parce qu'on n'est pas au bout de nos peines, comme on dit. On va nous sortir d'autres affaires d'ici 2022, voire même 2021. Et je conseille à nos concitoyens de confession musulmane de continuer à faire ce qui doit être fait. On sera. Justement, le moment venu. Justement, Monsieur Lasfar, peut-être une dernière question de ma part en tout cas, c'est que ce qu'on a vu justement à l'Assemblée nationale, c'est, on dirait, enfin, je dirais une génération qui a entendu ce message, qui est française, qui est engagée, qui défend justement, qui est venue avec des propositions concernant la gestion du Covid au sein des universités, qui est musulmane, de confession musulmane, qui a réussi ses études, je dirais que pour elle, je dirais qu'elle a fait sa part de marché. Alors qu'on lui reproche, quand on entend un éditorialiste sur le plateau de chaînes médias, ils disent non, mais en fait, ce qu'elle a sur la tête représente deux choses. Hein. Sa religion, ça, on ne lui en renie pas, mais elle représente elle est venue provoquer, c'est l'islam politique. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part de la société et des médias, qui, un petit peu, je dirais, c'est des pompiers pyromanes. Voilà, comme. Cette fille, comment elle vit sa particularité sur le foulard, parce qu'il ne faut pas réduire la femme qui porte le foulard au foulard. Hein, tout à fait. Parce qu'il a autre chose. Il ne faut pas regarder et persister à regarder ce qu'elle a sur la tête. Essayons de voir un peu ce qu'elle a dans la tête. Elle a des choses à dire en tant que citoyenne de ce pays. Comment il vit cette fille? Moi, je pense qu'il y a un déphasage aujourd'hui entre ce que nous voyons à la télé. La télé ne représente pas la réalité aujourd'hui, et ceux qui se sentent invités tout le temps dans les plateaux de télévision, d'ailleurs, sont les mêmes, ils ont un parti pris. Ils ont une dent contre l'autre, et l'autre, c'est nous. Alors que l'autre, il peut être un élément d'enrichissement. Hein. Aujourd'hui, les musulmans, les citoyens de confession musulmane sont en train d'évoluer. Allez-y les voir, bien sûr, nous les connaissons de l'intérieur, ceux qui sont dans la vie active, nos cadres notamment. Allez-y à la défense, vous allez voir. Mais ils ne se définissent pas en tant que musulmans dans la sphère publique. Ils sont en train de vivre, d'être utiles, de vivre leur vie paisiblement et sereinement. Mais il y a une volonté. Moi, j'ai toujours dit, la France, et je continue, le jour où, ça sera pour moi vraiment ce qu'on appelle une ligne rouge, le jour où je serai convaincu que la France est un pays raciste, je ne resterai pas un instant ici en France. Je quitterai la France pour aller où, Allah alam. Mais aujourd'hui, non, la France n'est pas raciste. La France n'est pas islamophobe. La société française n'est pas raciste. La France n'est pas islamophobe. Mais nous vivons avec des racistes. Nous vivons avec un certain nombre d'islamophobes. Et malheureusement, ces racistes et ces islamophobes ont pignon sur rue. Et ils ont le micro facile. Et leur parole, elle a des échos. Donc, soyons conscients que nous avons en face de nous une infime, je ne vais pas dire minorité, une infime composante de la société, mais qui a les médias entre elles, qu'on invite notamment aux médias et qui dit du mal de l'islam et du musulman. Qu'est-ce qu'on a entendu de Razoui, de Sifawi, de Louisi et compagnie, Zemmour, etc. Mais la réponse à apporter à ces personnes, parce que premièrement, nous ne sommes pas invités dans ces plateaux pour apporter la contradiction, et ça, depuis quasiment
3-4 ans. Hein, rare. Moi, personnellement, j'étais quasiment invité tout le temps en permanence, mais aujourd'hui, je sens que j'ai été mis à l'écart, hein, ne serait-ce que pour apporter une contradiction. Hein. Donc, on ne peut pas justement répondre et surtout ne pas croire ce que se dit et se laisser se résigner, comme on dit. Continuons à vivre notre islamité dans un cadre de laïcité. Continuons à avoir justement des relations de proximité avec nos concitoyens. Parce que, à la limite, ce qui m'importe le plus, c'est que mon voisin, Paul ou Jacques ou Catherine, me comprennent et me connaissent. Et j'invite les musulmans à être des citoyens et à tisser des liens, ce que nous avons fait durant le confinement. Tu l'as rappelé à Mola tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été développé comme synergie, comme dynamique au sein de la communauté? Nous ne l'avons pas fait parce que nous sommes des musulmans. Et je l'ai dit à l'époque. Nous avons ces solidarités, du couscous de l'amitié par là, les masques à distribuer par là dans les EHPAD, etc. Nous avons manifesté notre solidarité de Français. Tout simplement. Bien sûr conjugué, parce que quand je dis français, conjugué avec notre empreinte d'islamité. Mais nous ne l'avons pas fait parce que nous sommes d'abord des musulmans, parce que nous sommes des citoyens de ce pays et on est logés à la même enseigne. Et aujourd'hui, le coronavirus, il ne choisit pas le musulman et le non-musulman. D'ailleurs, les prières que nous développons dans nos mosquées, à la fin de chaque prêche, on s'adresse au Seigneur de lever ce fléau, hein, sur l'humanité tout entière. Continuons à travailler. C'est pas parce qu'on a été mal accueillis, indignement accueillis à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou parce que quelqu'un a dit du mal de nous dans un plateau de télévision. Restons zen, restons sereins, restons responsables. Dans ce pays, nous vivons dans un pays de droit et on aura justement nos droits dans ce pays. Nous voulons avoir rien que nos droits, mais surtout tous nos droits en tant que citoyens de ce pays. Sur ces paroles, donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour ces éclaircissements, cher Omar Lasfar, président de Musulmans de France. Merci, Mourad, aussi pour ta participation. Et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres émissions, Inch'Allah ta'ala, sur d'autres sujets. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran, merci. À bientôt.